Rosenwag, du coup, qui va nous présenter les résultats d'un travail sur les ECMO. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. On va quitter un petit peu le domaine de la clinique pour aller dans l'expérimental. Je vais vous présenter effectivement les résultats d'un modèle expérimental animal qui s'est intéressé à l'hypoxémie différentielle et à son impact neurologique. Je ne vous ferai pas l'affront, vous qui êtes tous experts ici, de l'ECMO véno-artériel, notamment fémoral, et de son impact sur la post-charge du ventricule gauche et sur la double circulation, qui est responsable de ce paradigme hémodynamique avec une post-charge élevée et avec un conflit qui est représenté par cette missing zone, missing cloud, watershed, vous l'appelez comme vous le souhaitez, entre le flux d'ECMO et le débit cardiaque natif du patient. Et dans le cadre d'une hypoxémie surajoutée, qu'elle soit liée à un OAP, à une pneumonie ou aux deux combinés, il peut y avoir le phénomène donc, de syndrome Harlequin ou d'hypoxémie différentielle dans le cadre où les coronaires d'abord, puis la circulation cérébrale va être impactée puisqu'elle va recevoir du sang hypoxémique au niveau du débit cardiaque natif, qui peut être témoigné en clinique. Là, c'est un cas qui est extrême de patients où on voit bien effectivement cliniquement une différence de coloration entre le haut et le bas du corps. La question qu'on s'est posée, c'est quel est l'impact neurologique éventuel de l'hypoxémie différentielle. Et aujourd'hui, il n'y a aucune donnée, parce qu'elles sont très certainement extrêmement compliquées à extrapoler. C'est des patients qui ont, pour la plupart, des raisons d'avoir des complications neurologiques préalables à la pose d'ECMO. Per ECMO, il peut y avoir également multifactoriel sur le niveau de PaO2 bien évidemment, mais également sur le débit d'ECMO, sur la pulsatilité ou sur les complications hémorragiques et ischémiques. Et donc on a souhaité passer par un modèle expérimental pour essayer de répondre à ces questions, avec l'hypothèse que tout d'abord l'hypoxémie différentielle en elle-même était responsable de lésions cérébrales et que la modification du débit d'ECMO pouvait finalement influencer ces lésions, soit en les diminuant, en se disant qu'on allait tout simplement restaurer une balance aérobie-anaérobie en faveur de l'aérobiose et donc permettre une diminution des lésions cérébrales, ou au contraire, en aggravant ces lésions, puisqu'on a aujourd'hui de nombreuses données dans la littérature qui montrent que des niveaux élevés de PaO2 peuvent être délétères, tant sur le plan systémique, on a beaucoup cette littérature dans l'arrêt cardiaque ou dans le choc septique, mais également, ici c'est des données que vous voyez qui sont chez des patients sous ECMO véno-artériel, pour lequel le temps passé, vous voyez sur la gauche et sur la droite, le temps passé en hyperoxie amenait à une moins bonne récupération neurologique. Et c'est des données qui sont pour l'instant toutes issues de données rétrospectives et qui ont été compilées ici dans une analyse de la littérature de Winizewski qui montre que systématiquement l'hyperoxie est associée significativement à une altération du pronostic global, mais sans spécifier le pronostic neurologique. Donc pour ce faire, on a tout d'abord créé un modèle d'hypoxémie différentielle sous ECMO véno-artériel. Il nous fallait 3 étapes. La première, c'était la création d'un choc cardiogénique gauche dit stable pour essayer d'avoir un débit cardiaque et un débit d'ECMO qu'on allait ensuite pouvoir modifier de façon stricte. Pour ce faire, on a réalisé, après une thoracotomie chez des brebis, une injection d'éthanol directement dans le myocarde. C'est l'équivalent d'une alcoolisation septale. Et vous le voyez sur le côté gauche, on a une différence évidemment échocardiographique avec une altération nette de la fraction d'éjection du ventricule gauche. Vous le voyez également sur le plan biologique avec une élévation de l'atroponine qui est continue dans le temps. Et également sur le plan histologique, puisqu'on a réalisé des coupes et des marqueurs qui nous permettaient de montrer un infiltrat lymphocytaire et de l'œdème au niveau myocardique. La deuxième étape était évidemment la mise en place d'une ECMO véno-artérielle. Donc pour des raisons techniques, chez la brebis, c'est plus simple d'avoir une cannulation jugulaire en veineux et d'avoir une cannulation artérielle fémorale que nous avons débuté à 1 litre par minute et avec une FMO2 à 100%, donc sur la machine d'ECMO et un balayage stable à entre 1,5 et 3 litres par minute. Et ensuite, nous avons donc créé une hypoxémie dans le territoire pulmonaire gauche en faisant une diminution tout simplement de la ventilation mécanique, du VT, de la fréquence respiratoire et de la FiO2. On avait donc à ce moment-là un modèle d'hypoxémie différentielle stable sur lequel nous allons pouvoir jouer sur le débit d'ECMO sans altération de la fonction VG au cours du temps. Nous avons donc randomisé nos animaux en 2 groupes, un groupe ECMO
à haut débit, avec un débit d'ECMO à 4,5 litres par minute, et un groupe bas débit avec un groupe à 2,5 litres par minute. Et je vous montrerai dans la diapo juste suivante l'effet que ça peut avoir sur la zone de mélange. Nos mesures et les critères de jugement principal qui ont été réalisés. Au niveau cérébral, nous avons bien évidemment regardé la pression cérébrale avec la pression intracrânienne et la pression de perfusion, un niveau débit avec la mesure du débit local, de l'oxygénation non invasive avec la NIRS et invasive avec la mesure de la tension en oxygène, et également des critères métaboliques avec de la microdialyse cérébrale, le taux notamment de glucose, de lactate, de pyruvate. Et enfin, une analyse histologique a permis de réaliser si oui ou non il y avait finalement des lésions histologiques significatives de type ischémie-reperfusion ou de type hypoxie, hyperoxie. Et de façon intéressante, on a souhaité également s'intéresser au rein, qui finalement était un organe un petit peu contrôle chez nous, puisqu'il allait en permanence recevoir un débit élevé et être un flux laminaire et être hyperoxémique, puisqu'il était situé dans le bas du corps près de l'ECMO. Donc, concernant la caractérisation de notre débit d'assistance, après injection de produits de contraste à travers le port latéral de l'ECMO, vous voyez bien sur l'image du haut une zone de mélange qui se situe au niveau de l'arche aortique, qui est juste en regard de la canule d'ECMO jugulaire, et au contraire, dans le groupe bas débit que vous voyez en bas, une zone de mélange qui, elle, est localisée plutôt en regard de l'artère hépatique. Si on s'intéresse à l'oxygénation cérébrale, à l'oxygénation systémique, on voit bien qu'il y a une différence évidente entre le groupe bas débit et le groupe haut débit, avec ce qu'on retrouve dans la littérature, c'est-à-dire que lorsque la fraction membranaire en oxygène est réglée à 1, on se retrouve avec une oxygénation systémique avec des PO2 aux alentours de 400 mm de mercure. Au niveau cérébral, la traduction de ceci, donc vous avez toujours le groupe... j'ai oublié de vous préciser également sur cette diapo, le groupe bas débit est en bleu et le groupe haut débit est en rouge. Donc la traduction au niveau cérébral, vous voyez qu'on a une augmentation des pressions de perfusion cérébrale dans le groupe haut débit, que vous voyez sur le graphique en bas à droite. Au niveau du débit sanguin local, de façon attendue, on a une augmentation du débit sanguin dans le groupe haut débit. Au niveau de l'oxygénation cérébrale, on a bien une différence d'oxygénation puisque vous voyez une NIRS qui est aux alentours de 60 à 70% dans le groupe haut débit et qui flirte plutôt avec les 50% dans le groupe bas débit, et une mesure de la tension en oxygène local qui est également significativement différente entre les deux groupes. Enfin, sur le plan du métabolisme cérébral, si vous regardez le taux de lactate, qui est le graphique en haut à droite, vous voyez qu'on a une augmentation progressive du lactate intracérébral dans le groupe de l'hypoxémie différentielle, alors qu'on a une augmentation initiale et à T0, vous voyez une diminution du taux de lactate intracérébral dans le groupe à haut débit. Et le LPR, qui est donc le ratio lactate-pyruvate qui nous permet de savoir si les cellules sont en état d'aérobiose ou d'anaérobiose, est également différent, puisque vous voyez qu'il est plus faible, donc un témoin plutôt d'aérobiose dans le groupe haut débit. On a regardé les conséquences donc évidemment histologiques, puisque c'était notre critère de jugement principal, et on voit que sur les 3 critères principaux de dommages neuronaux, à savoir la congestion, l'œdème et le shrinkage neuronal, on a 2 données intéressantes. La première, c'est qu'il existe des lésions significatives dans les 2 groupes et qu'elles sont de manière plus importante dans le groupe bas débit. Enfin, les données rénales qui étaient exploratoires et qui nous permettaient finalement d'avoir une sorte d'organe contrôle entre nos 2 groupes ne montrent pas de différence significative, qu'on soit dans un groupe bas débit ou haut débit, ce qui était finalement attendu dans notre étude. En conclusion, la variation du débit d'ECMO dans ce modèle expérimental entraînait une augmentation du débit sanguin local de l'oxygénation avec un switch d'un mécanisme anaérobie vers un mécanisme aérobie qui permettait de noter une diminution des lésions cérébrales de manière significative avec un prix à payer, même s'il n'a pas été spécifiquement regardé dans notre étude, qui était évidemment une augmentation de la post-charge du ventricule gauche et ses conséquences, notamment en termes de décharge. Je vous remercie. Merci beaucoup Sacha pour cette belle présentation. Y a-t-il des questions ou des commentaires? Les brebis avaient entre 1 et 3 ans. C'était à peu près 50 kilos. C'était toutes des femelles. Voilà.
Alors, ouais, c'était une habitude de pratique, puisqu'on avait déjà une pratique sur l'ECMO véno-veineuse dans le département où j'ai fait effectivement cette recherche. Donc, on est resté sur une cannulation jugulaire aisée, ce qui normalement n'influençait pas les résultats pour l'hypoxémie différentielle, en tout cas. Oui. C'était une 13, me semble-t-il. C'était 13 et 13, donc quelque chose comme ça. Ah, 4 litres 5. Ouais, on arrivait à tourner. J'avoue que j'en ai pas regardé l'hémolyse qu'on pouvait créer avec cette taille de canule. Ça durait 5 heures, donc je pense qu'on avait... voilà. Alors effectivement, on a testé plusieurs choses. On a le NIS cérébral, donc on n'avait qu'un seul côté, puisque effectivement il y a un côté qu'on avait déjà utilisé pour mettre tout le monitorage de microdialyse et de pic. Et du côté qu'on avait utilisé, on n'avait absolument pas de problème. Il fallait, après avoir bien rasé effectivement la peau de l'animal. Sur le côté périphérique, je suis d'accord avec vous, on a eu des problèmes. On l'a essayé de le mettre directement sur le rein, directement sur le foie, tout ça. On a des résultats qui sont anormaux pour ce qu'on s'attendait à avoir. Donc effectivement, j'aurais aimé vous montrer une différence NIRS périphérique et cérébrale, comme on a pu avoir par exemple dans la présentation d'hier, mais ce n'était pas possible sur ce modèle. Moi, j'avais une question qui est sur le monitorage de l'oxygénation cérébrale. J'ai pas eu le temps de retenir les chiffres que tu avais, mais je suis étonnée qu'on ait déjà des lésions histologiques au bout de 5 heures de prise en charge. Bah, c'était effectivement une des choses qu'on n'attendait pas forcément. Alors, pour être très honnête, moi j'étais parti sur, peut-être baigné par cette littérature récente, que c'est l'hyperoxie qui serait plus délétère que l'hypoxémie, que finalement on aurait très peu de lésions cérébrales après quelques heures et que c'est peut-être au contraire ce switch du bas débit hypoxémique pulsatile vers tout à coup une hyperoxémie laminaire à haut débit qui allait créer justement des sortes d'ischémie-reperfusion et d'œdème. Et on a quand même observé effectivement des lésions cérébrales après 5 heures d'hypoxémie différentielle. Après, encore une fois, c'est largement non corrélé à de l'outcome clinique, hein, évidemment. Donc voilà, ce qu'on observe nous chez nos patients qui probablement passent plus de temps en hypoxémie différentielle qu'on veut bien le penser, on n'a pas l'impression que ça ait de conséquences à long terme, peut-être des choses un peu plus fines que ce qu'on est capable de voir aujourd'hui. Une autre question. Oui, merci pour ce travail. Rapidement, sur comment on peut distinguer la part de la baisse de débit et celle de l'hypoxie? Parce que finalement, quand on regarde les taux d'oxygénation, ils ne sont pas si catastrophiques que ça au niveau cérébral. Donc, est-ce que ce n'est pas plutôt la baisse de débit qui est responsable des lésions? Alors, tout à fait. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas capable. Il aurait fallu faire 4 à 6 groupes si on aurait voulu vraiment effectivement avoir la réponse à cette question. Un groupe avec un bas débit mais une oxygénation normale, un groupe avec un bas débit, une oxygénation en hypoxémie différentielle. Donc j'ai pas la réponse aujourd'hui. L'idée de ce modèle, c'était de répondre à cette question un peu pratico-pratique qui est chez un patient en hypoxémie différentielle, est-ce que ça sert à quelque chose de vouloir augmenter le débit au prix d'une augmentation de la post-charge du VG ou non? Mais je ne suis pas capable de répondre à cette question précise. Moi, j'avais 2 questions, Sacha. Une, pourquoi vous avez choisi de baisser la ventilation, finalement, en gardant une FiO2 normale, versus choisir un mélange gazeux, finalement, pauvre en oxygène, pour induire l'hypoxémie? Alors, l'hypoxémie, on a regardé, en fait, les modèles d'hypoxémie qui étaient possibles chez l'animal sans avoir tout de suite une mortalité là, tu baisses la capnie, tu modifies du coup tout le... Alors effectivement, en baissant, nous on s'adaptait avec le balayage de l'ECMO pour essayer d'avoir une capnie absolument constante. Je ne vous ai pas montré les données, mais effectivement on avait une capnie qui restait parfaitement stable tout au long de l'expérience, que sinon évidemment ça allait modifier complètement la vasoréactivité cérébrale et ça allait potentiellement biaiser l'étude. Une capnie à quel niveau? Parce que du coup, ton mélange, tu vois, suivant... mais tu la mesures... Ouais, le sang qui arrive du poumon versus le sang de l'autre côté. Enfin, du coup, suivant ton mélange... Mais c'est ça, il te faut un CO2 cérébral, en fait, c'est ça? Oui. Comment tu fais autrement pour être sûr? Non, là, on était sur du CO2 systémique. Ouais. Ouais, mais systémique, tu sais que suivant ton mélange, tu prends... Radial droit. Mais oui.
Et la deuxième question, finalement, l'arlequin, enfin les problèmes d'hypoxémie différentielle, on les a plutôt sur des cœurs en cours de récupération, qui te fait la pneumonie à J5 alors que le cœur a commencé à récupérer, tu es en train de baisser le débit d'ECMO. Alors que là, vous avez finalement un choc cardiogénique qui est sévère, de même sévérité chez les hypoxémiques versus pas les hypoxémiques. Et ton débit sanguin total, est-il le même finalement quand tu montes l'ECMO? J'imagine que non. Non. Donc du coup, c'est ça. Je rejoins non, ça permet Philippe, effectivement. Finalement, tu as plus un impact du débit, plus l'impression. Enfin, c'est difficile de vraiment séparer. Je suis d'accord avec vos remarques. Je ne suis pas capable de répondre à la question de l'impact séparé entre le débit et l'oxygénation. En pratique clinique, c'est ce qu'on fait. Encore une fois, c'était pour avoir un modèle qui puisse répondre à cette question de la pratique clinique lorsqu'on a un patient en hypoxémie différentielle, même si on aurait pu répondre à ces questions avec des groupes supplémentaires. Il y aura juste, j'ai vu une dernière question, mais il faudra qu'on passe après. Bonjour, donc Christian de Paris. Mais ça allait un peu dans tout ce qui a déjà été dit. C'est juste ce modèle. Est-ce qu'on sait l'évolution normale quand on met pas d'ECMO? Parce que justement, voir quelles lésions cérébrales peuvent arriver quand tu fais ce choc cardiogénique et que tu n'as pas mis d'ECMO. Non, ça aurait été, encore une fois, pour répondre de façon précise à toutes ces questions, il aurait fallu multiplier le nombre d'animaux par au moins 4 ou 5 pour avoir les 6 à 8 groupes d'intérêt pour répondre à toutes ces questions précisément. Merci beaucoup, Sacha. Merci. Donc, c'est le docteur Leviel qui